Je me suis demandé, en fait, quand Laureline m'a contactée, en quoi j'étais légitime pour pouvoir intervenir dans un TED. Parce que, comme tout le monde sait, le TED, c'est partager une idée avec potentiellement la Terre entière, en tout cas avec vous ce soir. Et puis j'ai discuté avec Laureline, avec Magali, j'ai vite compris que c'était du fait de mon expertise sur les serious games. Voilà, si vous googlisez Valérie Boudier, serious games, vous tombez sur moi. Vous tombez sur mes articles, vous tombez sur mes conférences, sur mon ouvrage. Alors ça c'est bien, sauf que me voilà collée maintenant à ce terme, serious game, en français jeu sérieux. Puis je vous avoue que moi ça me fait pas trop rêver d'être collée à ça. C'est une espèce de demi-mesure. Moi je suis pas trop dans la demi-mesure. On va jouer, puis on va être sérieux, on va quand même s'amuser, puis on va quand même apprendre. Bon, le fait est que maintenant c'est comme ça qu'on les appelle. Alors on va regarder ce que dit notre ami Wikipédia sur le jeu sérieux. Un jeu sérieux, c'est un logiciel qui combine une intention sérieuse de type pédagogique avec des ressorts ludiques. Donc en fait là, on enfonce un peu une porte ouverte, on va jouer en apprenant et ça ne fait pas beaucoup rêver. Il y a peut-être le terme logiciel qu'on a le droit de retenir. Si on continue, de manière synthétique, un jeu sérieux englobe tous les jeux vidéo qui s'écartent du seul divertissement. Moi j'entends jeu vidéo, ça m'interpelle. Par contre, on n'a pas le droit de faire que du divertissement. Bon. Alors, excusez-moi. Je vous montre cela, et ça c'est un joueur de jeux vidéo. Vous avez tous peut-être soit été gamer, soit assisté à des personnes qui jouaient aux jeux vidéo. Et là, c'est l'enseignante que je suis qui s'interroge. J'ai enseigné au collège, j'ai enseigné au lycée, j'ai enseigné à l'université. Je peux vous garantir que pendant toutes ces années d'enseignement, je n'ai jamais réussi à avoir, de la part de mes élèves, le niveau de concentration que je vois chez les joueurs. Donc, pas question. Ce n'est pas de savoir s'ils se divertissent, s'ils s'amusent, si c'est sérieux. Ce n'est pas ça la question qu'on doit se poser en tant qu'enseignant. On doit se demander qu'est-ce qu'il sait faire, le jeu vidéo, qu'un enseignant ne sait pas, ne peut pas faire. Elle est là, notre question. Alors c'est vrai, ils vont jouer des nuits entières, et ça fait peur. Mais c'est pourtant ça qu'il faut qu'on observe. Il faut savoir ce que le jeu est capable de déclencher, comment il est capable de tenir cet engagement, ce niveau de concentration pendant des nuits entières. Donc oui, ce soir, je vais être impertinente peut-être aux yeux de ma communauté, mais je vous emmène sur le terrain du jeu vidéo. Le vrai jeu, celui qui est anxiogène, celui qui nous envoûte, celui qui est addictif. Et puis, vous allez voir qu'il n'y a peut-être pas plus sérieux que le jeu vidéo. Alors, j'ai écrit avec mon associé Yves Dambach un ouvrage qui s'appelle Serious Game, Révolution pédagogique. Donc, vous allez me dire, fallait l'intituler Jeux vidéo, Révolution pédagogique. Bah oui, j'aurais dû. En fait, c'est vraiment de ça dont je parle dans cet ouvrage. Et en fait, ce que je mets en avant, c'est des pistes en fait, pour révolutionner complètement l'acte d'apprentissage. Alors, pourquoi ? Pour faire face en fait, à cette mutation sans précédent à laquelle nous assistons tous, de manière consciente ou inconsciente, mais elle est là. D'accord ? En fait, le constat, c'est que tous les individus aujourd'hui sont potentiellement connectés tous entre eux autour de la planète. C'est comme ça, on le sait. Le deuxième constat, c'est que l'information est produite en quantité phénoménale tous les jours de manière exponentielle, et donc nous sommes tous confrontés à un flux continu de données. Donc nous devons apprendre tous à travailler, à avancer dans nos vies privées, nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles aussi, et à affronter en fait ces flux de données qui ne s'interrompent jamais. Donc le défi est là, et ma question est, où sont les outils pour nous apprendre à travailler ou même à devenir dans ce flux ininterrompu de données, dans cette tourmente numérique ? Alors, évidemment, on a des salles de classe, il n'y a pas de flux dans la salle de classe, c'est des modèles statiques. On m'entend pas bien ? Non. Ça va mieux comme ça ? Vous m'entendez mieux ? Les salles de classe sont des modèles statiques avec des enseignants, nous sommes tous effectivement un peu statiques dans nos salles de classe, les élèves sont statiques, donc je pense qu'on n'est plus dans des formats suffisants en tout cas pour gérer ces flux de données. Et de la même manière, on nous a proposé des MOOC aussi, mais les MOOC, c'est des profs qui postent des vidéos en ligne. Alors il y a peut-être une exception, regardez la communauté des apprenants des MOOC, mais je pense qu'on n'a pas vraiment la solution. Alors, en fait, ma quête, elle date pas d'hier, elle date en fait du moment où je faisais ma recherche dans les années 90, et puis surtout du moment où je suis devenue maman. Donc j'ai des enfants qui sont nés entre 1992 et 2000, donc des enfants qu'on appelle aujourd'hui les jeunes de la génération Y. Alors on aime le nom, on ne l'aime pas, peu importe.
Ce que je sais, moi, c'est qu'en tant que maman, comme la plupart des mamans du monde, il fallait accompagner les devoirs. Ils s'ennuyaient pas mal quand même, c'était compliqué, hein, le crayon, le papier. Et donc, j'avais acheté la collection des Adibou. Je ne sais pas si vous connaissez Adibou, ça rappelle des choses. Hein. Adibou, Adibouchou, il y en a qui chantent. Bienvenue dans le monde d'Adibou. Donc, il y avait Adibouchou pour les tout petits, Adi pour les grands. Et puis voilà, Adibou, c'était un petit extraterrestre adorable qui vous emmenait sous la terre, dans les mers. Et puis, c'était l'occasion d'apprendre, bien évidemment, à lire, à compter et puis de découvrir plein de choses. Alors, mes enfants, ils adoraient. Hein, Adibou, c'est vrai que c'était parfaitement fait. C'est vraiment du ludopédagogique, pour le coup. Sauf que Adibou, il avait quand même un ennemi qui exerçait un pouvoir d'attraction exceptionnel sur mes enfants. La Game Boy. La Game Boy posée sur le lit, sous l'oreiller, partout. Et puis, dans la Game Boy, des Pokémon, des Pikachu, des Racaillou, des Salamèche, des Carapuces. Il y en avait plein. Des Pokémon feu, des Pokémon eau, des Pokémon glace. C'était compliqué tout ça. Ils adoraient. Et c'était un raz-de-marée. Tous les enfants du monde jouaient aux Pokémon. Alors évidemment, on peut faire comme toutes les mamans, les papas, dans ces cas-là, on confisque la Game Boy. J'ai un peu confisqué la Game Boy. Ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui les attire dans ces Pokémon. C'est quoi cette histoire de Pokémon ? Alors j'ai regardé, puis j'ai compris. En fait, les Pokémon, c'est simple, il faut les attraper tous. Il y en a à peu près 150 à attraper. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a plus de 350, 60 des Pokémon, il y en a plein. Alors il faut les attraper, mais les attraper, c'est pas simple. Parce qu'ils ont tous des cartes, en fait, des caractéristiques, des types. Ils ont leurs forces, leurs faiblesses. Ils ont des statistiques d'attaque. Ils évoluent en plus. Donc un Pokémon en devient un autre. Et autant de Pokémon, autant de caractéristiques différentes. Donc en fait, quand vous devez attraper un Pokémon, il faut le connaître les caractéristiques de votre propre Pokémon et mettre des stratégies de bataille en place pour réussir à l'attraper. Puis des fois, on rate. Et ça tournait chez tous les enfants. Et moi, je me suis interrogée et je me suis dit, mais c'est génial en fait les Pokémon. Moi, j'aurais bien aimé avoir les Pokémon petites. Et encore une fois, en prenant du recul, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est les Pokémon ? En fait, c'est un formidable terrain de jeu pour les enfants. Et surtout, ça leur propose de s'entraîner à la complexité. Voilà, c'était jamais noir ou blanc dans les Pokémon. C'était toujours quelque chose de très complexe et de compliqué. Donc ces enfants de 7 ans, 8 ans, ils avaient intégré des bases de données énormes, des flux de données incroyables, et ils jouaient avec tout ça. Et vraiment, apprendre 150 Pokémon, ce n'était pas un problème. Et tous les parents disaient, oui, ils n'arrivent pas à apprendre les dates d'histoire géo, les tables de multiplication, mais les 150 Pokémon, oui. Eh bien oui, voilà. Il y avait un jeu derrière, il y avait quelque chose de chouette. Alors moi, j'ai laissé rentrer effectivement non seulement les Pokémon à la maison, puis pas mal de jolis jeux en fait qui ont accompagné toutes ces années. Donc je vous en cite quelques-uns parce que peut-être que certains gamers les connaissent. Donc le monde de Zelda, toute la série des SimCity qui sont des très très beaux jeux de construction. La collection des Total War, ici Empire Total War, qui avait été quand même plébiscité par les professeurs d'histoire géo à l'époque, donc des très beaux jeux de stratégie. Et puis ce jeu aussi que j'avais trouvé incroyable, Pro Cycling Manager. Alors je ne suis pas du tout une accro du cyclisme, hein, mais là encore, les joueurs de ce jeu-là, qui peuvent avoir 12 ans ou 50 ans, hein, là on ne fait pas de différence, ben, ils sont à la tête d'une équipe de champions de cyclisme qui ont tous encore leurs caractéristiques, leurs forces, leurs faiblesses, leurs humeurs, et encore une fois des bases de données incroyables à intégrer, non seulement le niveau de vos champions, le niveau des champions des équipes adverses, les courses que vous allez affronter, la course sur laquelle votre sponsor vous attend, qu'il ne faut pas rater parce que de là dépendent les budgets. Enfin bon, je ne vais pas plus loin dans ce jeu, mais encore une fois, je regardais ces jeunes de 10-12 ans. Ils faisaient de la gestion de projet, ils faisaient de la gestion de ressources humaines, ils faisaient même du management un peu teinté de leadership parce qu'il fallait s'assurer que les jauges de forme et d'humeur étaient bonnes, etc. Donc franchement, c'était assez impressionnant, et ça l'est toujours. Et ce qui m'a encore plus interpellée, là encore en tant qu'enseignante, c'est quand j'ai découvert qu'à l'extérieur du jeu, dans l'espace collaboratif, les joueurs s'échangeaient des bases de données qui étaient plus optimisées par rapport aux bases officielles du jeu. Donc en fait, quelque part, quand on lit ça, c'est les élèves, la communauté des élèves qui dépasse le professeur. Donc c'est vraiment super intéressant, je crois qu'il faut le regarder très très près. Et donc, fort de toutes ces années d'abord d'observation des jeux, de travail avec les game designers. J'ai beaucoup travaillé et discuté avec des game designers, déployé des jeux aussi sur le marché de la formation professionnelle. Fort de tout ça, je suis arrivée à trouver quelques pistes de solutions à ma question de tout à l'heure, qui était qu'est-ce qu'il sait faire le jeu vidéo que moi, enseignante, je n'arrive pas à faire dans mes salles de classe.
Alors une des pistes, et puis il y en a probablement d'autres, je pense que les gamers qui sont plongés là-dedans depuis des années en ont probablement d'autres, mais moi, la réponse que je peux vous apporter, c'est qu'en fait, les jeux vidéo plongent les joueurs dans des situations complexes. Et quelle que soit la situation, une situation de guerre ou une situation d'aventure, de quête, le joueur doit se sortir de cette situation. Donc déjà, il y a des missions, il y a des quêtes, il y a des engagements du joueur. Et qu'est-ce que ça veut dire, informatiquement parlant, se sortir de cette situation? C'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est qu'en fait, le joueur, il craque des algorithmes de game designers. Les game designers ont designé, ont élaboré des algorithmes très complexes, et craquer ces algorithmes veut dire je passe au niveau d'après, et je gagne. Et chaque succès est un algorithme craqué. Donc, pour craquer cet algorithme, qu'est-ce qu'il faut mettre en place intellectuellement? Donc là, je suis encore en train de me demander intellectuellement qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces joueurs. Mais ils développent des stratégies en permanence. Donc ils anticipent, ils optimisent, ils prennent des décisions, ils gèrent leur stress, ils prennent des risques aussi. Et plus important, je pense que le jeu, en les stimulant en permanence, les force à libérer leur pensée créative, en fait. Les force à inventer en permanence. Donc un joueur est en permanence en train de libérer sa pensée créative, qui est un point très important. Donc imaginez cette énergie lorsqu'elle est démultipliée dans un jeu multijoueur. C'est-à-dire que là, les joueurs entre eux doivent ajuster leur représentation pour coopérer, partager à l'intérieur du jeu. Et en plus, à l'extérieur du jeu, donc dans ces espaces collaboratifs, ils partagent, ils inventent, ils imaginent ensemble. C'est phénoménal. On n'a pas le droit de s'interdire de regarder ça avec un nouveau regard qui peut gêner, effectivement, mais il faut le regarder de très près. Alors, je pense que certains d'entre vous sont en train de se dire, voilà, c'est une douce rêveuse, c'est possible. Peut-être que je rêve un petit peu et ma foi, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'aime bien imaginer, en fait, la puissance d'une intelligence collective qui réunirait des joueurs du monde entier. Ces joueurs réuniraient leur créativité dans un jeu qui serait objectivé sur les grands problèmes de notre monde. Des problèmes sociétaux, des problèmes environnementaux, des problèmes politiques, économiques, je ne sais pas. Et moi, je me dis peut-être qu'on trouverait des belles solutions pour résoudre les problèmes de notre monde. Un dernier hommage à mes enfants gamers et à toute la communauté des gamers en fait, du monde. Et je vous remercie de votre attention.